Bonsoir, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, malheureusement. Voilà, donc je- le but de mon propos ne va pas être de critiquer particulièrement le film ou d'en pointer le film Eiffel et d'en pointer toutes les exactitudes. Il y a, vous verrez qu'il y a la belle romance avec Adrienne qui a été totalement inventée. Euh, donne le fil conducteur au film. On sait que pour faire un beau film, il faut un beau film, il faut une belle histoire. Mais, et qu'une histoire d'amour, comme fil conducteur, ça marche toujours. Mais puisque l'occasion m'en est donnée par la CIM, et je l'en remercie beaucoup, je vais juste vous raconter l'origine, vraiment. L'idée vient d'un enfant du pays, d'un Mulhousien, Maurice Quéclin, qui se trouvait être mon arrière-grand-père. Voilà, vous le voyez d'ailleurs derrière moi. Sa statue de cire a été au musée Grévin à l'occasion du centenaire de la Tour Eiffel. Il est resté un certain nombre d'années et le musée Grévin a bien voulu, quand ils ont changé, refait un peu le musée, ils m'en ont fait cadeau. Voilà. Donc je vis avec mon arrière-grand-père depuis un certain nombre d'années. Voilà. Alors, Maurice Quéclin est né en 1856. Il a fait ses études au lycée de Mulhouse. Et il a voilà qu'en 1870, l'Alsace devient allemande. Et ses parents alors envoient tous leurs enfants faire leurs études en Suisse. Et Maurice Quéclin entre au Polytechnicum de Zurich, qui est à l'époque la grande école d'ingénieurs, la meilleure en Europe. Et il en ressort à 23 ans et rapidement, il se fait embaucher par la société Eiffel, qui est alors le grand constructeur, une entreprise extrêmement prestigieuse qui construit des ponts à droite et à gauche, le pont de Bordeaux. Elle vient de signer le viaduc de Garabit, qui est un pont extrêmement ambitieux. Donc, il embauche, Eiffel embauche Maurice Quéclin parce que cette école fait beaucoup de recherches et notamment, ils ont développé la technique à l'époque de la poutre-caisson. Alors, la poutre-caisson, qu'est-ce que c'est? Ça paraît très banal aujourd'hui, puisque quand vous voyez des grues sur un chantier, elles sont en poutre-caisson. Mais on s'était aperçu à cette époque, et en grande partie ça avait été développé par l'école de Zurich, c'était qu'on pouvait donc, avec comme du mécano, on appelle ça, construire à des très très grandes hauteurs et avec une grande légèreté et sans faire de grandes pièces de fonderie, des constructions extrêmement hautes, extrêmement légères et extrêmement solides. Donc Maurice Quéclin entre chez Eiffel, et puis rapidement il rencontre un autre personnage, un autre Alsacien, qui est Bartholdi, qui est de Colmar, comme chacun sait, et Bartholdi était en train de concevoir la Statue de la Liberté, qui éclaire, le phare qui éclaire l'entrée du port de New York. Et l'intérieur de la Statue de la Liberté, ce n'est pas une statue en fait, c'est une armature métallique recouverte de plaques de cuivre. Et cette armature métallique, c'est pareil, elle était extrêmement haute, et on avait confié à Eiffel le soin de la construire. Et là, Maurice Quéclin a dessiné l'intérieur de la Statue de la Liberté. Voilà. Et donc, il a collaboré avec Bartholdi et ils se sont très bien entendus entre Alsaciens. Et, et là, avec le viaduc de Garabit et la Statue de la Liberté, Eiffel nomme, alors qu'il n'a que 28 ans, il nomme Maurice Quéclin chef du bureau des études. Et il faut dire que Maurice Quéclin vient de Mulhouse, quand même une ville où on n'a pas peur d'innover, ou une ville de pionniers, une ville où on est d'entrepreneurs. Il vient de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont fondé des entreprises textiles, de locomotives, de construction de métiers à tisser. Donc, c'est à la fois un homme très modeste, mais en même temps que rien n'arrête. Voilà. Et rapidement, on commence à parler à Paris, et bien entendu chez Eiffel, de l'exposition universelle qui doit commémorer la Révolution française. L'exposition universelle 1889, donc on est en 84, 4 ans avant, et Eiffel dit à ses collaborateurs, là, c'est le moment de montrer le savoir-faire français. C'est le moment de montrer qu'on est le plus fort et que les Français n'ont plus rien à envier à la révolution industrielle anglaise. Il faut savoir qu'en plus, je reviens à Mulhouse, Mulhouse était appelée la Manchester française et que c'était une grande ville industrielle très
très connu, et l'établissement Eiffel aussi, et il fallait absolument que l'exposition universelle montre le savoir-faire français. Donc Eiffel en parle à ses ingénieurs, et notamment à Maurice Léclin, en disant qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme monument qui puisse être l'emblème de cette grande exposition qui aura lieu dans 4 ans. Alors, Léclin rentre chez lui après cet entretien avec Eiffel et se dit la solution, c'est la poutre caisson, puisque ça a bien réussi jusqu'à présent. Et je pense qu'on doit pouvoir réaliser ce rêve qui est de faire une tour, de monter jusqu'à 1000 pieds. Parce qu'à l'époque, on comptait aussi bien en pieds qu'en mètres. Donc, 1000 pieds, c'est 300 mètres. Et c'est là qu'il rentre chez lui et il dessine à la maison ce dessin, ce fameux dessin qui s'appelle Pylône de 300 mètres de hauteur pour la ville de Paris, et qui fait effectivement 300 mètres. Voilà. Et 300 mètres, c'est très haut. À l'époque, les plus hautes cathédrales faisaient 150 mètres de haut. C'était les points les plus hauts du monde. Aucun monument au monde ne dépassait 150 mètres. C'était Cologne qui était le plus haut. Et les Américains étaient en train de construire l'obélisque de Washington, qui devait en faire 160 ou 170 mètres, un obélisque en pierre. Mais 300 mètres, c'était fou. Et Léclin en parle ensuite. Alors, Léclin est très jeune, chef du bureau des études, mais il avait quand même un supérieur hiérarchique, Mouguier. Il va le voir et il lui en parle, il s'y intéresse, et ils disent allons voir le patron, voyons ce qu'il en pense. Donc, ils vont voir Gustave Eiffel dans son bureau avec ce fameux dessin et il le lui présente. Et Gustave Eiffel dit mais pour ça, pour l'exposition universelle, pour le prestige français, mais c'est très intéressant sur le plan technique, mais c'est affreux, c'est horrible, c'est un pylône. Je ne pas d'une pile de pont pour l'exposition universelle, c'est moche. Et puis moi, j'imaginais plus un arc de triomphe moderne, quelque chose qui soit l'entrée de l'exposition, quelque chose qui soit un monument, pas une pile de pont. Alors, les deux ingénieurs sont bien dépités. Ils sont bien déçus de l'accueil que leur fait leur patron. Mais Eiffel leur dit quand même, sur le plan technique, quand même, c'est quand même intéressant. Si on peut effectivement arriver à une hauteur pareille, poursuivez l'étude quand même, poursuivez les calculs. Et donc, ils continuent à étudier la faisabilité. Et puis, ils se disent aussi, Eiffel parle d'un monument, d'une arche, peut-être qu'il faut faire, c'est aller voir un architecte. Il va nous l'habiller, il va nous en faire, peut-être qu'il va pouvoir nous en tirer quelque chose. Ils vont voir un architecte qui s'appelle Sauvestre. Et Sauvestre me dit, mais c'est génial, on va faire un monument. Et Sauvestre fait un dessin, un nouveau dessin, qui est celui-là, voilà, qui est en fait, il habille le pylône. Il l'habille. Il lui met de la pierre en bas, il lui met une grande galerie vitrée ici, il lui met des anges qui jouent de la trompette ici, une espèce de bulbe en haut. Enfin, il en fait, et puis surtout, une arche en bas. Voilà. Et il fait ce grand dessin, et voilà que. Et puis les deux ingénieurs, pas fous, passent un brevet. Ce que pouvaient faire à l'époque, même des salariés, ils passent un brevet à leur nom, tous les deux, en disposition nouvelle permettant de construire à 300 mètres de hauteur grâce à la poutre caisson. J'ai l'original de ce brevet d'ailleurs. Et puis, voilà qu'ensuite, il est lancé une exposition. L'exposition des arts décoratifs dit, pour l'exposition universelle, ceux qui veulent présenter des projets sont invités à le faire. Et les deux ingénieurs et l'architecte se disent, on va présenter ça aux arts décoratifs. Et ils se ravisent un peu, et juste avant, ils disent, on va peut-être quand même aller voir le patron, parce que quand même, on est salarié d'Eiffel, on va peut-être quand même aller le voir. Donc, ils retournent chez Eiffel et ils disent le grand dessin qui est chez notre architecte va partir aux arts décoratifs, est-ce que vous voulez aller le voir? Et là, Eiffel part chez l'architecte, et là, Eiffel dit, mais là, il a une vraie vision, il dit, c'est génial, c'est génial. C'est exactement ce que c'est formidable. Il change complètement d'avis. Il voit. D'abord, il vient d'apprendre que l'obélisque de Washington est en train de s'enfoncer dans la terre et s'est incliné de 2-3 degrés et que les Américains sont obligés de l'arrêter. Parce que l'obélisque de Washington, il est mal proportionné. Il n'est pas du tout élancé. Il s'arrête il a été arrêté parce que
précisément au moment de la décision de prendre de la tour Eiffel, eh bien, il s'enfonçait dans la terre. Donc, on a fait une petite pyramide au sommet et il s'arrête là. Donc, Eiffel se dit, mais c'est génial. Et puis, on va être le plus haut monument du monde. Il y a une arche pour y entrer dans l'exposition. En plus, on en fera un phare. On éclairera la ville de Paris. Parce que c'est les débuts de l'électricité. On en fera, c'est le début aussi de la communication par signaux lumineux relayés. Ça permettra d'être un outil de communication. On verra d'ailleurs qu'au début de la guerre de 14, ça a permis de prévenir de l'arrivée des Allemands. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Et quand Eiffel voit ça, il dit je prends. Et le dessin, finalement, part dans l'exposition des arts décoratifs avec projet de Quéclin, Nouguier, Sauvestre, architecte, et Eiffel, constructeur. Voilà. Donc voilà les débuts vraiment de l'origine de la tour. Eiffel aussi s'empresse dès le lendemain de racheter le brevet à ces deux ingénieurs, de racheter le brevet, et à partir de ça, Eiffel va se battre et remuer ciel et terre pour faire aboutir ce projet. Et le projet est réalisé en 2 ans et 2 mois, au milieu du Champ de Mars, ce qu'il a fallu vraiment se battre parce que c'était le centre d'entraînement, celui d'entraînement de l'armée française, de le faire accepter par le public, parce qu'évidemment, il y a eu une protestation des artistes, il y a eu ça n'a pas du tout été facile, mais comme c'était quelqu'un c'était un entrepreneur exceptionnel, il a réussi à réaliser cette tour, et évidemment, Maurice Quéclin en a été le chef de projet et a piloté la construction proprement dite ensuite pendant ces 2 ans et 2 mois. Donc voilà. Donc, pour conclure, et contrairement à ce qui est prévu, ce qui est indiqué dans le film, le projet n'a pas d'abord fait 200 mètres, puis 300 mètres. Il n'a pas du tout été fait atteint cette hauteur pour épater la belle Adrienne. Soi-disant aussi ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire que la forme de la tour Eiffel, qui est un A, n'est pas du tout l'initiale non plus, toujours de la belle Adrienne, ça n'a absolument rien à voir, ça a toujours eu la forme d'un A. Ça, c'est l'imagination des scénaristes. C'est vrai aussi qu'Eiffel n'a pas voulu de ce pylône, mais il en a rapidement vu, une fois qu'il a été habillé, l'intérêt, et qu'en entrepreneur génial, il l'a réalisé. Mais enfin, tout de même, cette fameuse tour a quand même l'idée de cette fameuse tour a quand même germé dans l'idée d'un tout jeune ingénieur mulhousien, enthousiaste et plein d'imagination, et qui était le digne héritier donc des fondateurs de la société industrielle. Voilà, je vous remercie.